J'ai menti. Aujourd'hui, tu vas pas découvrir le secret des origines des inégalités économiques et sociales, parce qu'en fait, c'est un sujet bien trop complexe pour qu'il y ait qu'une seule explication. Par contre, tu vas découvrir plein de pistes. Ça, c'est bien. Au départ, je voulais faire juste une vidéo sur les processus de groupe avec de la psychologie sociale. Sauf que je me suis rendu compte que ça allait devenir hyper abstrait si j'avais pas un moyen de donner des exemples concrets. Et un exemple concret qui est facile à comprendre, c'est les hiérarchies économiques et qui gagne le plus et qui se fait enfler dans l'histoire. Donc évidemment, du coup, je me retrouve à parler d'inégalité économique, ce qui fait une vidéo qui va durer 15 ans. Et évidemment, comme la vidéo que j'avais fait sur les stéréotypes où j'abordais quasiment rien sur le sujet, sache qu'on va aborder quasiment rien sur le sujet. C'est sûr parce que du coup on va parler de dizaines de milliers d'années d'histoire et de centaines de cultures différentes et des milliers de facteurs qui vont faire que des gens se font plus enfler que les autres. Mais c'est pas grave, tu vas apprendre plein de choses quand même. Et je te laisse évidemment toutes les références si tu veux aller plus loin. Je vais te présenter 3 théories dont l'origine des inégalités n'est pas la même. Par contre, ces théories se rejoignent sur plusieurs facteurs autour duquel on peut articuler ces différentes théories. Les chercheurs, ils sont évidemment conscients que leurs théories n'expliquent pas tout, eux-mêmes en décrivent les limites et les points d'amélioration. Aussi, je suis pas naïf. Dans cette vidéo, ça va te popper des centaines d'idées par rapport à la compréhension du monde dans lequel tu vis et par rapport à la politique et ce que tu connais déjà dessus. Sache que toutes les théories dont je te parle ne sortent pas de mon trou du cul, mais sont appuyées par des expériences et des données que tu retrouveras dans la description. Tu as le droit de croire ce que tu veux, d'avoir l'idéologie que tu veux, mais prends quand même en compte les données scientifiques et la réalité pour muscler ton jeu. Donc, on va commencer par les définitions. On va parler de 3 types d'inégalités. Les inégalités économiques, sociales et les inégalités tout court. Les inégalités économiques, elles sont calculées dans une société par le coefficient Gini, qui donne un indice de la différence entre les plus riches et les plus pauvres. Le coefficient Gini peut être utilisé pour utiliser d'autres types d'inégalités, mais souvent on le retrouve sur le calcul des inégalités de revenus. La vidéo va commencer par tourner autour car ça permettra de le cadrer et de ne pas partir dans tous les sens comme on peut vite le faire en parlant d'inégalités sociales. Et les inégalités sociales, ça correspond aux inégalités à l'accès à certaines ressources, positions, pour certains individus ou groupes d'individus. Par exemple, les homosexuels n'avaient pas le droit de se déclarer administrativement en couple avant, ce qui constituait une inégalité sociale. Inégalité sociale qui peut contribuer aux inégalités économiques, vu les avantages qu'on peut gagner avec le pacte ou le mariage. Toutes les inégalités sociales ne sont pas injustes. Par exemple, une personne aveugle ne pourra jamais accéder au permis de conduire car ne pouvant avoir les compétences nécessaires pour y arriver. Et comme moi, on me refusera sûrement l'accès au JO quoi qu'il arrive. Pas mal de discussions politiques peuvent tourner autour de quelles inégalités sociales sont légitimes ou pas. Par exemple, il y a 300 ans, il semblait juste que les Noirs aient moins de droits. Ça paraît heureusement beaucoup moins juste maintenant. Et ensuite, il y a les inégalités tout court, qui sont forcément inévitables puisque tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont plus grands que d'autres plus intelligents, d'autres sont nés dans des familles aisées, d'autres sont maltraités, etc. C'est pour ça qu'on dit que les hommes sont égaux en droit, car en caractéristiques personnelles, ils le sont pas. Et là, on rejoint la discussion précédente. Certaines inégalités nous amènent à penser qu'une égalité sociale est normale. Par exemple, il me semble logique de ne pas donner accès à la sexualité infantile à qui que ce soit et surtout pas à un pédocriminel récidiviste. Il apparaît moins juste qu'une personne issue d'une famille de bourgeois ait 90% de chances de plus de finir par gagner 10 fois plus que le mec issu d'une famille de caroleurs au même nombre d'heures de travail. Donc, on va commencer par un détour, une théorie qui explique pourquoi il y a des inégalités économiques. Et ensuite, ça me permettra de partir sur pourquoi il existe des inégalités sociales dont les fondements ne sont pas justifiés et de partir sur des théories psychologiques dont je voulais parler au début. Ok, donc, pourquoi il y a des inégalités économiques ? Comme ça, si on regarde notre société, ça a l'air con, puisque forcément, il y a des gens qui gagnent plus que les autres, sauf que là, on essaie de comprendre comment l'humanité a fini avec cette société, et là, tu as un chercheur qui a proposé la théorie énergie, hiérarchie, inégalité. La théorie, elle s'organise comme ça. Je te le fais vite fait. Après, on rentrera dans les détails.
On parle de l'énergie. Ici, quand on parle d'énergie, on parle de gigajoules. C'est l'énergie issue de la nourriture, de l'électricité. Bref, on reste très large. C'est l'énergie dont tu as besoin pour vivre. Donc on prend une société quelconque. On observe une hausse de l'énergie disponible de cette société ou d'une entreprise, due à une nouvelle technologie, un nouveau mode de vie, une entrée en bourse, ce qui va amener la société à grandir. Pour gérer tout ça, la société va créer une hiérarchie qui va coordonner les actions du groupe et va amener donc plus de pouvoir aux gens au-dessus de la hiérarchie, qui vont finir par accaparer plus de ressources et donc aussi des revenus. Prenons point de départ pour que je t'explique en quoi cette théorie elle est cohérente avec les données. Le point principal de la théorie est que plus une société va nécessiter ou va générer de la dépense énergétique, plus les inégalités économiques vont augmenter. Selon les chercheurs, la preuve est qu'on observe une corrélation entre la dépense énergétique par habitant et les inégalités économiques. Si l'on prend des sociétés de chasseurs-cueilleurs, où la dépense énergétique de chaque personne correspond à peu près à leur minimum vital, alors les inégalités économiques sont minimes puisque chacun se contente de ce qu'il a pour vivre. Puis arrive un instrument, une révolution technologique, qui permettra par exemple de produire énormément de nourriture, comme on l'a fait pour l'agriculture, et de planter plein de carottes tirées par une vache. Alors la société va commencer à changer, car d'une part, une personne commence à produire plus qu'elle n'en a besoin, et que pour ça, elle va utiliser de l'énergie supplémentaire qui n'est pas la sienne, comme celle de la vache, ou alors d'un ouvrier à côté. Et c'est là qu'on observe une augmentation de la taille du groupe ou de l'institution, parce que le chasseur-cueilleur seul, il va passer à une ferme qui va nécessiter des animaux et plusieurs fonctions nécessaires, comme une personne qui va surveiller la nuit, une personne qui va s'occuper de réparer la technologie, une personne qui va inventer la technologie. Donc ce lien entre énergie et taille d'une institution, elle est appuyée par les données qui montrent que c'est un changement dans la gestion énergétique qui précède à l'augmentation de la taille d'un groupe. Évidemment, le monde n'est pas unilatéral, et plus le groupe grandit, plus il a un effet sur la production, et la société grandit, ce qui amène à des coûts énergétiques par personne immenses dans les sociétés actuelles, car ta viande, elle est amenée de l'autre bout du monde en avion ou au cargo. Tu vois que le coût nécessaire à la production de l'énergie que tu as besoin pour vivre, et en fait, le coût réel de ta vie est largement plus fort que juste les calories que tu ingères. Bon, il y a un changement technologique sociétal, ce qui amène des ressources et une dépense d'énergie qui va augmenter le groupe humain, qui va ensuite, du coup, créer une coordination pour gérer le groupe. L'explication ici, elle est plus simple. Un groupe qui se coordonne fonctionne mieux et a un avantage par rapport à des groupes désorganisés. Donc, on va créer plus de postes nécessaires, des postes de coordination, qui vont donc avoir une capacité d'action sur les autres êtres humains et plus de pouvoir sur les autres êtres humains, puisqu'ils vont décider de leur fonctionnement. Plus tu es élevé dans la hiérarchie, plus tu as de pouvoir sur les autres personnes en dessous, et plus l'institution est grande, et plus il y a de gens au-dessus qui ont du pouvoir sur encore plus de monde. Et comme les bisounours nous l'ont expliqué, évidemment, les gens au-dessus n'essaient pas de profiter de leur position à leurs avantages, décident de se rémunérer au même taux horaire que ceux d'en bas, et parce qu'évidemment, un travail de coordination vaut celui d'un ouvrier, ils décident aussi de ne pas bloquer les opportunités sociales à ceux d'en bas pour monter, et donc les inégalités sociales et économiques ici sont donc quasiment inexistantes dans notre société actuelle. Voilà, fin de la vidéo. Bon, évidemment, je déconne. À partir du moment où la société gère beaucoup d'énergie, a besoin d'une hiérarchie pour la coordonner, ça part en vrille dans le groupe et ceux d'en haut vont essayer de bouffer ceux d'en bas. Pourquoi? Explication. Et on va passer sur les autres théories. Bon, déjà, tu vas me dire que c'est logique, que les gens, ils vont toujours préférer s'avantager eux. Ce qui est vrai, c'est un des facteurs qui va jouer dans le fait qu'il y ait des inégalités économiques. C'est évident que quand tu es streamer, que tu gagnes 100 fois plus que les mecs qui te font des dons, c'est logique que tu continues à demander des dons, que tu te casses à l'étranger pour pas redistribuer tes gains, évidemment, et que pour sauver ton estime de toi, tu te demandes encore aux gens de donner à des associations qui, en haut de la pyramide, ne feraient pas ce fonctionnement. Tu vas voir, c'est bien plus complexe qu'une simple préférence personnelle qui entre en jeu dans le maintien des inégalités. Car tout ce dont je vais te parler ici explique qu'un groupe reste en haut de l'échiquier économique, mais aussi en termes de politique, administratif, législatif, exécutif. T'as plein de théories qui tentent de l'expliquer en psychologie. On va en parler de deux. La première, elle adresse la question directement et sera complétée par la deuxième. La première,
c'est la théorie de la domination sociale. Je disais qu'elle aborde directement la question, car la théorie essaie d'expliquer pourquoi des groupes se forment dans des sociétés, pourquoi des groupes écrasent les autres, et pourquoi ces groupes restent les mêmes, globalement, et que le turnover est assez faible. Selon cette théorie, il y aurait une caractéristique importante à prendre en compte chez les êtres humains, c'est le désir de domination sociale. Chaque individu aurait une plus ou moins grande appétence pour la domination, tendance que les chercheurs essaient de calculer avec une échelle de domination sociale et des questions comme est-ce que vous pensez qu'une société idéale nécessite des gens au sommet et d'autres en bas, ou êtes-vous d'accord avec le fait qu'on ne devrait pas garantir à tous les groupes la même qualité de vie? Selon la théorie, les hiérarchies se formeraient car des groupes ont des tendances dominatrices plus fortes que les autres. Par exemple, les hommes se retrouveraient plus fréquemment en haut de la pyramide car le désir de domination serait plus fort chez eux. Des extensions de la théorie postulent que comme dans le règne animal, l'accès à la sexualité et aux ressources passerait chez les mâles par un statut social plus élevé, alors ce désir de domination serait plus fort chez les hommes, ce que l'on observe dans plein d'expériences du calcul de l'orientation à la domination. Et que cette domination sociale serait plus importante pour les hommes, car effectivement, il est vrai que plus tu as un social élevé, plus tu chopes. Les tenants de cette théorie calquent donc le fonctionnement humain sur le fonctionnement des primates. Il y a aussi des expériences qui essaient de connaître l'origine biologique de cette orientation à la domination, dont une dont je te laisse en description qui relie génétique, orientation politique et orientation à la domination. De mes recherches, par contre, ces études en sont qu'au début. Ne conclue pas trop vite que tu es génétiquement programmé pour vouloir dominer les autres. Tu vas voir juste après, c'est vachement plus complexe. Et le point le plus important de la théorie est qu'une fois la hiérarchie établie, il va se construire des mythes, des légendes pour justifier le maintien de la hiérarchie ou pour le détruire. Par exemple, la monarchie de droit divin pour justifier de rester au pouvoir, parce que Dieu. La supériorité raciale pour pouvoir tranquillement niquer les ressources des autres groupes et justifier l'esclavagisme. La méritocratie pour dire que quand même les gens au-dessus, ils ont beaucoup travaillé et pour en arriver là, et que donc ils méritent bien de gagner 50 fois plus que ceux d'en bas, car on sait évidemment qu'ils travaillent 50 fois plus d'heures que les autres, ou sont 50 fois plus intelligents. Les mythes dont parlent les tenants de cette théorie sont en fait toutes les croyances, stéréotypes et idées qui se construisent dans une société. Tous ces mythes ne servent pas à légitimer la hiérarchie, comme je l'ai dit. Des droits de l'homme, par exemple, ils sont plutôt basés sur l'atténuation des hiérarchies entre les groupes. Et une personne, elle aurait plutôt tendance à adhérer tel ou tel mythe en fonction de son orientation à la domination. Ce qui expliquait qu'une personne en haut de l'échiquier a une tendance à la domination plus forte. Elle va adhérer plus au mythe, établissement une hiérarchie forte entre les groupes. Alors j'ai pas tout vu, mais t'as la chaîne Horizon Gull qui parle pas mal de cette théorie et de son lien avec la politique. Tu peux y aller, il y a plein d'infos, mais là je vais te parler d'autre chose, parce que on va parler d'une expérience très importante. Imagine une expérience où on met des hommes en situation de supériorité, où ils vont être clairement avantagés, et on calcule leur orientation à la domination. On obtient ce résultat. Puis on refait l'expérience, mais on met les femmes en situation de supériorité, et on les avantage. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Est-ce que l'orientation, elle reste la même, car les hommes sont toujours dominants, parce que c'est un genre rude, bataille, génétique et tout? Eh ben non. Pouf, ça s'inverse. Autre expérience. Imagine, tu prends un groupe d'Israéliens en haut de la pyramide. Tu prends un groupe en bas et tu les fais discuter de leur communauté. Qui sont les plus enclins à la domination? Ça va être ceux d'en haut. Tu prends les mêmes et tu les fais discuter des Palestiniens. Lesquels vont être les plus enclins à la domination? Les deux ont la même attitude par rapport à la domination. Bref, on se rend compte que ton orientation face aux inégalités et la domination ne dépend pas que d'une orientation naturelle et des restes du primate que tu as en toi, mais va énormément bouger selon ta position dans un contexte donné. On te met du pouvoir, on t'en donne, tu deviens plus enclin à vouloir que la hiérarchie et la domination existent. Et c'est là qu'on va parler de la théorie de l'identité sociale, qui propose des explications à ce pourquoi ton enclin à la supériorité hiérarchique varie selon le contexte et le groupe dans lequel tu te situes. Et la situation que tu vis dans le présent. Alors j'en ai parlé dans quelques vidéos, mais on va développer un peu plus la théorie de l'identité sociale. C'est une très grosse théorie en psychologie sociale. Elle est assez importante pour que des chercheurs passent du temps à analyser quel impact elle a eu sur notre connaissance de l'être humain. On la retrouve pour expliquer 15 000 comportements sociaux différents. Genre, en faisant cette vidéo, je suis tombé sur une étude sur les fans de K-pop et la théorie de l'identité sociale. Alors c'est quoi cette théorie?
La théorie, elle part du constat que les gens forment des groupes excessivement facilement et que faire partie d'un groupe induit plein de mécanismes qui vont influencer ton rapport au groupe, à ton identité, à ta pensée, à tes comportements. La question de savoir pourquoi, naturellement, on s'identifierait tous à des groupes est toujours en débat. Je te laisse un article qui en propose plusieurs explications. Certaines peuvent être liées à des points dont on a parlé comme l'accès aux ressources ou la recherche de justification à sa propre domination, mais il y en a un nouveau et important dont on va parler qui serait la réduction de l'incertitude. Selon cette idée, beaucoup de processus psychologiques dont on parle dans la théorie de l'identité sociale émergeraient par la nécessité d'avoir une conception de soi, du monde claire et stable. Le groupe, il nous permet d'avoir un cadre de pensée qui nous explique qui on est, où on va, ce que l'on doit faire, et donc réduirait beaucoup l'inconfort mental. Ça expliquerait aussi par exemple le déni dans lequel on se trouve dès qu'on nous donne une info qui ne va pas dans notre sens, ou celui de notre groupe, et pourquoi que dès qu'on déconstruit un stéréotype lié à un groupe, t'en as un autre qui se forme tout de suite après. Parce qu'on aurait besoin d'une vision simple du monde, beaucoup plus réconfortante. Bon, mais là on s'éloigne de notre histoire d'inégalité économique, eh bien le fait d'être dans un groupe, de s'y identifier, va être accompagné de processus qui vont générer des conflits entre les groupes et va pousser ton groupe aussi à rester en haut de l'échelle quand il y est. Au départ, on pensait que seule la compétition entre les différents groupes pouvait créer de la friction, des conflits, et que donc, dans une lutte pour les ressources, un groupe allait niquer l'autre et favoriser le sien. Et il y a une partie de vrai, puisqu'on a remarqué que plus un groupe était en danger, plus ses ressources étaient en danger, et plus il allait être violent entre les autres groupes. Cette idée, en fait, elle a été mise de côté quand Tajfel, le mec qui a fait la théorie de l'identité sociale, a mis en place une expérience, c'est l'expérience des groupes minimaux. C'est-à-dire qu'il a essayé de créer des groupes qui avaient quasiment rien en commun. Il a essayé de déterminer à partir de quand les gens ils se disent « Ah, je fais partie d'un groupe ». D'où l'histoire de groupes minimaux. Et là, on remarquait que même quand tu te crées deux groupes avec juste des couleurs différentes ou alors juste des pancartes différentes, tu donnes plus d'avantages à ta couleur. Si tu as regardé Koh-Lanta, tu comprends le processus, tu l'as déjà vu en face. Là où la théorie de l'identité sociale est plus flexible que la précédente, c'est que ta catégorisation à tel ou tel groupe va dépendre du contexte. Tu peux très bien dans un contexte être dans un stade de foot et tu vas insulter les autres, biaiser ta vision de l'arbitre en fonction de si t'aimes l'OM ou le PSG, penser que t'es plus intelligent que les autres qui aiment le PSG, et le lendemain, tu vas aller manifester avec des pro-PSG contre le gouvernement parce qu'ils t'arnaquent sur la réforme des psychologues, parce que là tu vas te placer en tant que soignant, par exemple, et non plus qu'en tant que supporter de l'OM. Et donc, comme avec l'expérience des Israéliens, on voit que ton enclin à te différencier des autres groupes et à dominer les autres groupes va dépendre du contexte et du groupe auquel tu t'identifies quand tu es en train de parler à un moment donné. Bref, ton concept de ce que tu es et comment tu te positionnes dans le groupe dépend souvent du contexte dans lequel tu évolues, ce qui expliquerait que le besoin de l'autre, de dominer l'autre, dépend de la situation que tu es en train de vivre. Et évidemment, comme des gens se retrouvent dans un contexte où ils sont souvent les dominants, qui ont le pouvoir, l'argent, eh bien ils se retrouvent souvent à avoir envie de dominer les autres. On va prendre un exemple. Attention, le résultat d'un comportement, ça dépend de caractéristiques personnelles et sociales. Donc dans une situation donnée, tu as un certain pourcentage de tes comportements qui viennent de toi et d'autres qui viennent de ton groupe social. Par exemple, j'ai plus de moi quand je suis en train de jouer à la console que de moi quand je dois faire mon métier de psychologue ou je m'identifie à un soignant. Donc l'exemple, on prend quelqu'un qui est le fils d'un mec qui bosse pour le gouvernement à Versailles. Donc t'arrives au monde, t'as besoin de te comprendre toi, et tu vois bien que tu vis pas comme les autres, qu'il y a des différences et des ressemblances entre les individus, et tu sens bien que les écoles où tu vas, les gens que tu rencontres, il y a une différence entre eux et toi et certains autres groupes. Ce qui suffit à créer un sentiment d'appartenance à certains groupes. Évidemment, les groupes auxquels tu te réfères, il y en a plein. Il y a le groupe mec versus meuf, t'as le groupe des grands et des petits, t'as ceux qui se plantent à l'école et ceux qui réussissent. Les gens, ils sont pas juste dans un groupe. Les groupes, c'est des entités malléables, constamment changeantes, et dont la distinction est plus ou moins importante. Genre, la distinction bite-vagin, elle est plus saillante dans la société que la distinction tache de rousseur, tache de rien. Et quand tu vas construire ta vision de la vie, quand ce monsieur, il le construit, les processus dont on parle dans la théorie de l'identité sociale vont intervenir dans ta construction. L'un des premiers, c'est qu'on a tendance, par exemple, à vouloir une image positive de soi et de son groupe. Donc, quand notre culture
là où on vit, va nous fournir des moyens de se définir positivement, ben on aura plutôt tendance à les garder. Par exemple, le gars qui n'a pas réussi à l'école et qui fait n'importe quoi en classe. Le prof va dire que c'est parce qu'il est dyslexique, mais ça sera vachement plus valorisant pour Corentin, notre exemple, de penser que c'est parce qu'il travaille pas assez, ou que ses parents sont pas assez bons. Comme ça, il se jette un peu de fleurs à lui-même et à sa famille dans le processus. Et le gosse dyslexique, il va aussi tenter de garder une image positive de lui. Ici, ça va être dur pour lui, car les gens dans l'école ont appris qu'il fallait mépriser et rejeter les gens qui ne réussissaient pas. Mais par exemple, il va pouvoir opérer un changement de valeur. Il va par exemple adopter une attitude anti-réussite scolaire, car ce ne sera pas un facteur valable pour juger les êtres humains selon lui. Ou alors, il pourrait encore plus aller dans les stéréotypes de son groupe pour augmenter son image positive, en disant que de toute façon, il est un homme, qu'il va avoir une bonne place dans la société, et que de toute façon, de par sa famille, il est plus élevé que les autres qui réussissent à l'école ou pas. Et il va rentrer encore plus dans le stéréotype du gros connard narcissique pour pouvoir augmenter son estime de lui. Bref, quelle que soit ta place dans la société, on serait biaisé pour aller vers les visions de la vie et les groupes qui nous tirent vers le haut en termes d'estime de soi. D'ailleurs, le lien identification à un groupe et estime de soi est pas mal étudié, et on voit que quand tu te sens faire partie d'un groupe, ton estime de toi augmente directement. On a aussi d'autres phénomènes, comme par exemple la polarisation des groupes. En gros, les différences entre les groupes vont être exagérées pour mieux les différencier. Par exemple, ici, le gars, il va bien voir qu'il y a une différence entre les meufs et les mecs, et il va avoir tendance à prendre les stéréotypes qui l'arrangent le plus, comme quoi, par exemple, que les femmes sont pas pragmatiques et incompétentes. La preuve, c'est qu'elles sont pas bonnes en rotation mentale et que donc gérer des entreprises, c'est pas trop leur truc. Évidemment, il a lu les études qui vont dans son sens, parce que quand même, il est un peu intelligent, il se renseigne. Mais le problème, c'est qu'il les lit mal, parce qu'il est biaisé pour penser plutôt du positif de lui. Et il a pas vu que dans les études, on montre que les différences, hommes-femmes sur la rotation mentale, elles sont minimes, et que s'il est dans la moyenne des mecs, ça fait quand même 49% des meufs plus fortes que lui, que la différence de rotation mentale, elle disparaît dès qu'on fait des stimuli du quotidien, elle ne marche que sur des stimulus simples, que sur la mémoire spatiale, les filles, elles sont meilleures, et que les différences cognitives qu'on retrouve entre hommes et femmes, si ça se trouve, elles existeraient que par l'orientation sexuelle, sachant que, par exemple, dans certaines expériences, les homosexuels ont des performances cognitives identiques aux meufs. De notre côté, t'as sa copine qui aura plutôt tendance à adopter des idées diminuant la légitimité de la hiérarchie homme-femme, en allant jusqu'à, par exemple, trouver des idées qui nient la moindre différence entre son mec et elle. Bref, il n'y en a aucun des deux qui s'intéresse vraiment à la réalité et aux études scientifiques, mais on s'en fout, parce que le but, c'est pas être dans l'analyse des études et de la réalité souvent, le but c'est de créer une image plus positive de soi, de garder une vision cohérente mais simpliste du monde, et de justifier potentiellement des inégalités entre les gens. On est avantagé, mais c'est normal. Il fait que des gens peuvent en toute bonne foi penser que des inégalités sont tout à fait justifiées et tout à fait normales. Bref, quand on analyse la réalité et sa perception, on voit bien que la perception des différences est plus grande que les différences réelles. Par exemple, les différences de QI entre hommes et femmes sont minimes, mais on voit que comme les hommes ils surestiment plus leur QI que les femmes, ils vont globalement se percevoir comme plus intelligents que les femmes. Et d'ailleurs, plus un homme adhère au stéréotype masculin de base, plus il va surestimer son intelligence, ce qui te montre le lien entre adaptation à ton groupe social et augmentation des différences perçues. Alors, si tu combines besoin de stabilité dans ta vision du monde, tendance à prendre ce qui va dans ton sens, et qui te donne une image positive de toi, et l'exagération des différences, t'as déjà une bonne base pour expliquer pas mal de préjudices subis par des groupes sociaux, et des conflits sociaux. Par exemple, le groupe d'en haut, il va forcément être plus sensible aux stéréotypes et aux idées légitimant leur place dans la pyramide. Et donc, plus naturellement, ils vont mettre en place une organisation de la société qui va faire perdurer leur vision du monde. Et d'ailleurs, ils ont plus de pouvoir de le faire quand ils ont les médias de leur côté, par exemple. Sauf que là où la théorie précédente disait que l'enclin à dominer était prédominant, et là, on voit qu'il y a des facteurs environnementaux qui interviennent beaucoup plus et qui inversent même les tendances à la dominance. Donc, si tu prends un ministre, pas forcément très dominant, parce que c'est pas dans sa personnalité, qui a toujours évolué dans les hautes sphères, il va quand même être forcément plus sensible aux idées qui vont dénigrer les basses sphères. Par exemple, quand on va lui dire « Oui, mais les gens, ils utilisent l'allocation rentrée pour acheter des télés, c'est pas très bien. » Oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui le font. Mais ce chiffre, alors j'en donne un au hasard, on va dire qu'il est de 1%. Et bien lui, par les processus dont on parlait, va par exemple évaluer ce chiffre à 5%. Ce qui fait qu'il aura moins la motivation à fournir des aides aux plus pauvres. Et donc les lois qu'il va voter vont toujours avoir une tendance, peut-être même très légère, à avantager son camp.
Et au contraire, la personne qui en chie, elle va peut-être sous-évaluer le nombre de personnes qui abusent, ce qui va augmenter la différence de vision des deux. Leur perception de ce qui est juste ou pas. Et par effet boule de neige, ça nous amène à des génocides et toutes les horreurs. Bon, je t'ai fait l'escalade un peu rapide, là j'avoue, mais tu trouveras plein d'explications des génocides par cette théorie. Cette théorie, elle explique aussi la crispation autour de certaines questions. Car quand par exemple tu sors une étude qui montre tel ou tel résultat qui va à l'encontre des stéréotypes utilisés dans la société, tu fais pas qu'apporter une information qui remet en cause la vision du monde d'une personne, tu remets en cause aussi la personne elle-même et son identité, et les avantages qu'elle tire de ce stéréotype en termes d'estime d'elle-même, de construction de vie, de justification de ses actes. Donc, comme le montrent les expériences, rejet plus ou moins violent de la donnée nouvelle qui vient d'arriver. Alors cette théorie, comme je le disais, elle a un peu tout pété au niveau psychologie sociale parce que ça explique un paquet de phénomènes. Du gamin de 4 ans qui harcèle ses potes à lunettes, au directeur qui pense qu'on doit lui sucer la bite gratos, jusqu'au génocide rwandais, les conditions dans lesquelles un groupe social va commencer à se rebeller, cette théorie, elle explique vraiment beaucoup de choses. Par contre, elle a des faiblesses, dont voici quelques-unes. La première, c'est que les émotions dans la théorie, on s'en fout royalement, et pourtant les émotions, ça joue énormément sur les comportements, mais c'est pas pris en compte. Ensuite, ok, la théorie a montré que nos positionnements sociaux et notre enclin à la domination, elles variaient selon le contexte et le groupe auquel elles se réfèrent, mais ça varie comment et pourquoi, mais on ne sait pas. Pourquoi avoir une bite chez certains va les faire adhérer aux stéréotypes du groupe social homme et d'autres pas? Pourquoi certains vont baser leur vision de la vie sur la couleur de peau et d'autres pas? Pourquoi certaines personnes se positionnent comme asiatiques, puis comme électriciens, puis comme hommes selon la situation? On ne sait pas exactement. Ce qui est quand même ballot pour expliquer les variations de domination dont parle cette théorie. Et enfin, quid de l'intentionnalité dans tout ça? Car là, je t'ai donné des exemples de gens qui, plus ou moins consciemment, prenaient des éléments culturels, les avantageant, mais qu'il n'y aurait pas des gens qui joueraient avec tout ça à leur avantage, en le sachant consciemment. Parce que quand quelqu'un, par exemple, fait exprès de ne jamais définir clairement les groupes dont il parle, qui ne cesse de jeter des fleurs sur ton groupe, de dire à quel point tu es génial, sans aucun effort à faire, à part faire un commentaire YouTube ou Twitter, et que bizarrement, le mec, il a un truc à te vendre pour que tu te sentes encore plus génial et en faisant partie du groupe, est-ce qu'il n'y a pas une petite arnaque dans l'histoire? Et il y a bien des théories de stratégie politique qui dit que par exemple un bon moyen pour les gens d'en haut de garder le pouvoir, c'est d'exciter les gens d'en bas pour qu'ils se fritent pendant que tu restes en haut. Bon, donc normalement, entre lutte des classes, sexisme, racisme et tout plein de choses en isme, en allant lire sur ces théories, t'as de quoi les rattacher à plein de trucs que tu connais déjà toi. Comme tu le vois, le problème de savoir comment les inégalités se créent et perdurent est complexe et dépendent énormément de la culture, du contexte et des groupes majoritaires qui ont alors plus de pouvoir et d'éléments culturels pour justifier de préjudices. Il y a aussi plein de choses annexes à prendre en compte encore que j'ai pas fait dans cette vidéo. C'est par exemple quelle est la part exacte de génétique dans les comportements de domination, à quel point cela joue ou pas et sur quel fonctionnement, comment tout ça se développe chez l'individu quand il est enfant, quel est le rôle de la personnalité, des émotions, de l'éducation. Pour l'instant, il y a trop de données pour avoir une théorie unifiée qui prend tout en compte. Il y a tout aussi un pan de la littérature où on étudie comment les facteurs s'influencent entre eux. Par exemple, on dit souvent que l'individualisme crée des inégalités. Sauf que le sens de la flèche est peut-être mauvais, car si on crée des inégalités dans un groupe, alors l'individualisme augmente. Donc les deux pourraient interagir l'un avec l'autre. Il y a aussi des nouveaux phénomènes qu'on commence à étudier, comme par exemple l'anxiété de statut social, une sorte de pression interne créée par les inégalités qui ferait que ton état psychologique diminue quand tu te compares avec les gens de plus haut statut que toi. Et il y a aussi toutes des études sur le poids des inégalités sociales et économiques, par exemple, sur la dépression ou le suicide. Donc ouais, t'as pas ta réponse sur l'origine des inégalités, parce que quelle est la case primordiale? En fait, on le sait pas. Petit point important n'empêche, dans son modèle sur l'apparition des inégalités, notre cher économiste prédisait un accroissement des inégalités, puis à un moment, les inégalités stagneraient, car il y a une limite à l'énergie et au pouvoir que tu peux obtenir. Si t'es le maître du monde, par exemple, et que tu possèdes tout, tu peux pas augmenter plus les inégalités. Et dans son modèle, il voit qu'au lieu de rester un plateau, les inégalités économiques baissent avec le temps. Cela serait dû à un type de gouvernement mis en place et de la régulation des inégalités. Un gouvernement despotique qui va obligatoirement utiliser plus de force pour tirer les inégalités économiques vers le haut,
ce qui est moins le cas de gouvernements qui contrôlent ces enjeux. Par exemple, aux États-Unis, les inégalités économiques sont plus faibles dans les entreprises dont les salaires sont fixés par le gouvernement que dans des entreprises qui décident d'elles-mêmes. Évidemment, quand je parle des entreprises qui décident d'elles-mêmes, ceux qui décident, c'est ceux en haut, et qui vont s'avantager forcément plus, et en plus le justifier, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire « non mais il va falloir peut-être arrêter ». On note aussi que les inégalités diminuent ou une révolution apparaît quand les mythes justifiant la hiérarchie s'atténuent. Bref, tout le travail que fait d'ailleurs certaines personnes qui essaient de réduire les inégalités économiques et sociales en montrant pourquoi certaines ne sont pas justifiées. Bon, je sais pas trop comment conclure cette vidéo parce que, en fait, je me rends compte que je suis parti dans tous les sens comme je voulais pas le faire. Je vais te donner une astuce de vie pas du tout saine pour la société. Alors, les études, elles montrent qu'on a tendance à accorder une place hiérarchique plus importante aux gens narcissiques et à tendance dominante. Donc, si t'es un mec, t'essaies de bien rentrer dans les stéréotypes de ton groupe social pour être un connard qui va évoluer plus vite dans la hiérarchie. Et si t'es une femme, n'oublie pas ce graphique pour voir que toi aussi, tu peux devenir une connasse dominante qui monte dans la hiérarchie. Sur ce, bonne journée les futurs connards.